la Chine et le Japon, des puissances asiatiques aux ambitions mondiales. Alors pour découvrir un peu les origines, les fondements de ces puissances, on va s'intéresser tout d'abord à l'échelle asiatique avant de passer à l'échelon mondial. Alors que la puissance chinoise est ancienne, celle du Japon est par contre plus récente. La Chine, l'empire du milieu, a été le cœur économique, politique, culturel de l'Asie orientale jusqu'au XIXe siècle. Mais elle manque malheureusement le virage de la révolution industrielle et au début du XXe siècle, la Chine est un pays dominé, exploité par les puissances occidentales comme le montre cette illustration. La Chine est aussi déchirée par la guerre civile, ce qui la rend vulnérable. Durant la Deuxième Guerre mondiale, elle est en outre occupée et pillée par les forces japonaises. Profitant de ce déclin, le Japon s'impose durant cette période comme la nouvelle puissance économique régionale. Longtemps fermé au monde, il s'industrialise durant l'ère Meiji. Alors on est à la fin du XIXe siècle et le Japon est alors le premier pays non occidental à s'industrialiser. Mais le rêve impérial japonais, vous le savez, va mal tourner puisque le Japon est vaincu en 1945 face aux États-Unis. Les deux modèles de développement de ces deux géants asiatiques sont fondamentalement différents. Le développement économique du Japon, comme nous l'avons déjà vu, s'est fait sur le modèle du vol d'oies sauvages, qui est basé sur la montée en gamme de l'industrie, avec dans un premier temps le textile, dans un deuxième temps les industries lourdes, puis l'automobile, enfin l'électronique et la haute technologie. Cette industrie est également tournée vers l'exportation, car le marché intérieur japonais n'est pas suffisant pour permettre ce développement industriel. À partir des années 60, le Japon, et il l'est encore aujourd'hui, est le fer de lance, est le moteur de l'industrialisation de l'Asie orientale. Ce schéma nous permet de comprendre les étapes de ce développement. En phase 1, donc le Japon, avec l'aide des États-Unis, reconstruit son économie, se développe. Puis la montée en gamme du Japon pousse celui-ci à délocaliser les usines textiles, par exemple, dans les pays voisins, ici les 4 dragons. Et ensuite, dans les pays d'Asie du Sud-Est, les tigres asiatiques. Le Japon participera également, dans une dernière phase, au développement chinois. La Chine, elle, a choisi un chemin totalement différent. On rappelle que la Chine a été sous la domination de Mao. En tant que pays communiste, elle choisit la voie d'un développement auto-centré, au résultat catastrophique. Lorsqu'en 1978, le successeur de Mao, Deng Xiaoping, accède au pouvoir, le pays est misérable, pauvre, archaïque. Et il faut attendre la politique de Deng Xiaoping, les 4 modernisations pour que le pays s'ouvre au monde et qu'en quelques décennies, il s'impose comme l'usine du monde. Ces deux puissances asiatiques ont des prétentions mondiales. Sur le plan économique, par exemple, on peut rappeler que la Chine est membre des BRICS, c'est-à-dire des pays émergents qui se caractérisent par leur forte croissance, mais aussi leur poids démographique et territorial. C'est également la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis en termes de PIB. Enfin, depuis l'ouverture des zones économiques spéciales dans les années 78, la Chine est parvenue à attirer, en profitant de la NDIT, les investissements directs étrangers des pays du Nord, notamment dans la région de Shenzhen, une ville champignon qui est passée en quelques décennies de quelques milliers d'habitants à 7 millions aujourd'hui. Shanghai, de son côté, est devenue la capitale économique de la Chine. La Chine attire donc des idées en raison du faible coût de sa main-d'œuvre, mais aussi de plus en plus en raison de son marché intérieur en pleine expansion. Des FTN comme le français Carrefour ou L'Oréal sont attirés par un marché chinois qui potentiellement dispose de 1 milliard de clients. Sur le plan diplomatique, on peut rappeler que la Chine fait partie du G20, groupe des 20 pays qui représentent plus de 85% de l'économie mondiale, composé à la fois de pays du Nord, mais aussi de pays émergents du Sud. La Chine, depuis 1971,
a obtenu un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, siège permanent qui lui permet de bloquer notamment les décisions de cette organisation par son droit de veto. C'est aussi la deuxième puissance militaire mondiale derrière les États-Unis en termes de budget, même si le budget chinois reste encore très loin de son rival américain. Depuis les années 2000, la Chine développe en outre la stratégie du collier de perles. Il s'agit d'installer des bases navales chinoises en mer de Chine, mais aussi dans l'océan Indien, jusqu'en Afrique où une base chinoise a été ouverte récemment à Djibouti pour sécuriser les routes navales qui relient la Chine au monde. Plus récemment, avec le nouveau président Xi Jinping, depuis 2015, la Chine a développé le projet de nouvelles routes de la soie. Terme qu'on peut d'ailleurs mettre au pluriel parce qu'il s'agit de deux routes, comme on peut le voir sur cette carte. Une route terrestre qui doit permettre de relier par voie de chemin de fer, autoroute également, la Chine à l'Europe, et une voie navale qui relie la Chine à l'Afrique et à l'Europe. De cette manière, la Chine sécurise à la fois les routes de ses exportations, mais également les routes lui permettant d'importer les matières premières d'Afrique ou du Moyen-Orient. Sur le plan culturel, la Chine est présente à l'échelle mondiale et ceci depuis longtemps par sa diaspora. Même si au niveau international, cependant, son influence progresse grâce à la création d'une chaîne de diffusion mondiale, CCTV, une chaîne qui est aujourd'hui traduite à la fois en anglais, en français, en arabe, en russe et diffusée dans le monde entier. Et puis également par la multiplication des instituts Confucius. Financés par l'État chinois, ces instituts diffusent la langue, la culture chinoise. On trouve aujourd'hui 15 instituts Confucius en France. Du côté japonais, on rappelle que le Japon est un pays de l'extriade, donc une des grandes puissances mondiales. C'est un pays du G6, groupe des 6 pays les plus riches au monde. C'est la troisième économie mondiale derrière les États-Unis et la Chine justement. Cette puissance économique japonaise se fonde essentiellement sur l'influence des keiretsu. Alors les keiretsu sont des conglomérats comme Mitsubishi, des conglomérats qui sont présents dans beaucoup d'activités économiques comme l'automobile, l'aéronautique, la chimie, la banque, l'assurance, l'immobilier et dans le cas de Toyota, même dans la production de bière. Les FTN japonaises sont présentes naturellement également hors d'Asie. On peut citer Toyota qui a installé une usine dans le nord de la France, à Valenciennes, pour produire la Yaris destinée au marché européen. On trouve d'ailleurs des entreprises japonaises également en Alsace. On peut citer Sharp, Asulz, THK, à Ensisheim par exemple. Sony a été longtemps présent à Ribeauvillé. Le Japon est aussi une puissance financière majeure. Le Kabutosho, la bourse de Tokyo, est la première bourse asiatique. Cette bourse repose sur une monnaie forte et stable, le yen. Sur le plan culturel, on assiste on voit émerger, on assiste au développement, à l'émergence d'un soft power japonais depuis les années 90. On rappelle que le Japon domine l'industrie du jeu vidéo avec des groupes comme Nintendo ou Sony. Et les mangas japonais sont aujourd'hui diffusés à l'échelle mondiale. Cependant, le Japon reste un nain diplomatique. En effet, comme ce pays, après la Deuxième Guerre, a renoncé à toute intervention militaire à l'étranger et à la bombe atomique, il est aujourd'hui extrêmement dépendant des États-Unis.